Salut tout le monde, on est ravis de vous retrouver pour un nouvel épisode du Hoop Culture. Je suis ravi de retrouver quelqu'un qui est dans mon top 3 de mes Marseillais préférés all-time, Pierre Armand Samama, mon camarade dominical, et un deuxième membre éminent de mon top 3 toujours de mes Marseillais préférés de l'histoire, Erwan Abotret, que je suis ravi de recevoir aujourd'hui, ravi de pouvoir renvoyer l'ascenseur comme on dit, parce que j'ai souvent eu le plaisir et le privilège de participer aux émissions de First Team, et donc ça me fait très plaisir de t'avoir avec nous, Erwan, dans cet épisode de Hoop Culture. Moi aussi, je suis ravi, les gars. Et puis, c'est bien d'inverser les rôles un petit peu, Théo. C'est toujours toi dans le canapé du First Day Show. Là, je suis content que ce soit toi qui me pose des questions. Voilà, bah, on va te faire passer au grill, comme on dit. Pierre Alors, Armand, Théo, comment Théo, ça va, Théo, toi? c'est Ouais. qui le troisième Marseillais? Ouais, c'est ça la Le question. troisième, alors voilà, mon cœur balance entre mon pote Nicolas que j'embrasse, qui habite à Marseille aussi, et Faf Larage qui m'a fait kiffer pendant toute ma jeunesse. Donc voilà, vous êtes dans ce Très top bien, 3 là, quoi. très bien. On est bien, on est en belle compagnie. Belle compagnie. Pierre Armand, comment ça va, toi? Ça va, ça va. Je suis content de refaire un dimanche à peu près normal parce que la semaine dernière, on s'est bien fait niquer notre hoop culture, faut être honnête, avec l'histoire du trade entre Luka et Eddy qui est sorti genre 2 heures avant que notre vidéo soit en ligne. Et c'était très marrant de voir les gens qui nous suivent en mettant désolé les gars, mais on va pas vous regarder cette semaine, priorité au trade. Donc voilà, on est content d'être de retour. Et vous pouvez aller d'ores et déjà réécouter l'émission de la semaine dernière que vous avez lâchement zappé. Et on est ravis, je suis plus que ravi de recevoir Erwan. On va discuter de la dernière fois qu'on a passé un petit moment ensemble à Marseille. Il m'avait dit quelque chose qui s'est révélé plus qu'une belle prédiction. C'est vrai? Ah bah, faut que tu me rafraîchisses la mémoire, hein. Ouais, Allez, moi je vais commencer, je vais prendre la parole en premier parce que voilà, en tant que moi j'ai grandi en banlieue parisienne toute ma vie, j'ai passé toute ma vie en banlieue parisienne, et pour moi il y a toujours eu un mystère quand même dans ma culture basket, c'est pourquoi et comment ça se fait que Marseille n'a pas de club pro, que de l'extérieur, et vous allez pouvoir me donner votre avis, on a l'impression, c'est dur de percevoir s'il y a vraiment une culture basket à Marseille. Même parfois je suis étonné quand je vois voilà, des Marseillais comme vous, fans de basket, je me dis, bah, il y a quand même des gens qui se passionnent pour ce sport là-bas, et pourtant on a l'impression de l'extérieur, encore une fois, vous avez le droit de me contredire complètement, que c'est pas forcément un sport ou une culture qui a pris fort à Marseille. Et alors voilà, je suis curieux de savoir tout ça, moi. Vas-y, Pierrot, hein. bon, Erwan, je crois c'est la réponse, elle tient en 2 lettres, hein. Elle tient en un O et un M comme ça. Exactement. Et curieusement, là où Erwan va sûrement me reprendre là-dessus, mais il y a eu un semblant de percée du rugby à un moment donné et de hand du côté de Vitrolles, mais c'est tout. Mais là où tu as raison, Théo, c'est que, et c'est là où c'est énervant, c'est qu'on se rend compte quand même qu'à Marseille, il peut se passer quelque chose, mais il y a, quand le Foss jouait en Betclic Elite encore je crois que c'est l'année dernière ou il y a 2 ans, et qui venait jouer souvent à Marseille au Palais des Sports, faisait ça le comble. Alors certes, il jouait contre les gros clubs, contre Monaco, puis Victor est venu, donc ça avait fait ça le comble. Donc est-ce que à chaque fois c'est parce que c'est un peu la nouveauté, c'est l'endroit où il faut être vu, etc. Et bon, voilà, on vient là comme on irait voir autre chose. Ou est-ce qu'il y a vraiment une envie? La limite, elle est très compliquée. Mais bon, Erwan va nous raconter son expérience de basketteur, parce que moi, je joue au basket à Marseille, mais c'est pas du vrai basket par rapport à ce que lui, il a su faire. Donc, donc on va en parler. Mais c'est vrai que, bon, moi, à mon avis, ça tient au fait que enfin, que quoi qu'il arrive, il y a une institution qui est l'Olympique de Marseille et qui prend quand ils jouent à l'extérieur, il se passe rien en ville, tu sens que la ville regarde le match, et quand ils sont là, bon, bah, tout le monde est concentré là-dessus. Ouais, l'OM, c'est une institution. Moi, je suis né à Brest, hein, vous le savez, mais je suis arrivé à 1 an et demi à Marseille. Donc, j'ai grandi dans cette culture et cette ville vit, vibre, respire pour l'OM. Donc, c'est très dur d'amener d'autres choses. Il n'empêche que moi, quand j'ai commencé à jouer au basket à Marseille, parce que j'ai commencé évidemment par le foot, quand je me suis mis au basket, quand j'ai commencé à m'y intéresser, il y avait un début de culture aussi basket à Marseille qui a pas vraiment duré, mais il y avait les tournois 3-3 Blacktop, il y avait les tournois 3-3 Converse. Et moi, c'est comme ça que j'ai commencé aussi à jouer au basket.
Et il y avait un début de contre-culture, parce que quand c'est pas l'OM, c'est forcément une contre-culture à Marseille, de basket. Et il y avait beaucoup de gens, hein, donc de notre génération qui suivaient la NBA, qui étaient à fond, et notamment mon ami Vincenzo, des Psychiatres de la Rime, avec qui j'étais au collège. Les mecs des Psychiatres de la Rime, certains, ils ont eu aussi cette culture-là à basket. Je me souviens, on faisait des tournois, notamment ensemble, et on se croisait en tout cas sur ces tournois-là, au sortir du collège Jean Moulin, les week-ends. Donc, il y a eu un début de culture, et puis il y avait aussi ce lieu qui malheureusement n'existe plus, c'est devenu un parking. Il y avait le Stade Valier, donc sur le boulevard du Jarret, où quelque part le week-end, on pouvait retrouver aussi des bowlers avec 2 terrains où ça jouait, on prenait la gagne. Donc il y avait un petit peu cette culture-là, mais qui n'a pas réussi à s'installer vraiment. Alors Valier, c'est toujours là. Hein, il n'y a pas le parking là? Alors, il y a le parking, mais du coup, ils ont déplacé les terrains de l'autre côté, au milieu d'une piste. Voilà, il y a quand même 2-3 terrains. Okay. Et là où je te rejoins complètement, Erwan, c'est que quand tu parles à plein de gens de notre génération, quand je dis notre génération, c'est parce qu'on est plus, nous, tous les trois, que par exemple Thomas, qui est plus jeune que nous là-dessus, on est tous quarantenaires et plus. C'est que dès que tu parles à quelqu'un depuis 40 ans, mais tu en as presque 8 sur 10 qui vont te dire « Mais moi, j'ai joué à Valier. Moi, j'ai joué à tel endroit. Moi, j'ai joué au basket aussi parce que c'était en effet la mode à un moment donné. Et il y a eu, au début des années 2000, il y avait plein de magasins, Sport USA, etc., où tu pouvais spécialiser sur le basket, sur des grandes surfaces où tu pouvais trouver les maillots, les dernières sneakers, etc. Mais aujourd'hui, tu ne trouves plus une paire de sneakers à Marseille. Tu ne trouves pas un maillot si ce n'est chez Decathlon. Et encore, il n'y a plus rien. C'est pour ça que je te dis à Théo, à chaque fois que je vais à Paris, les premiers trucs où je vais, c'est genre Basket for Boys, etc., juste pour voir une paire de chaussures en vrai, à quoi elle ressemble et pas qu'en photo, tu vois. Donc, il y a cette frustration. Et là, récemment, je t'en parlais, il y a Édouard Choquet qui avait pris une salle du côté de la Valentine pour faire des terrains de 3-3 un petit peu à la Boost Factory. Et finalement, ils ont décidé de reprendre les terrains pour en faire un escape game, tu vois. Et du coup, il n'y a plus d'offres. Il n'y a plus cette offre-là. C'est-à-dire, il n'y a pas une Hoops Factory à Marseille ou dans les alentours. Tu vois, ça pourrait être au Z5, tous ces endroits que tu connais à Rouen. Il n'y a rien du tout. Impossible. Impossible. Si tu n'es pas en club ou en section loisirs, ou alors tu as un créneau par semaine négocié, il faut voir comment, c'est impossible. C'est très compliqué. Ce qui est intéressant dans ce que vous disiez tous les deux, dans ce que tu disais, Erwan, là, tu parlais des tournois de street, et c'est vrai que moi, je les ai connus. Cela, ça a servi vraiment de dynamiseur du basket en région parisienne aussi, notamment en banlieue parisienne. Et tu parlais des Psychiatres de la Rime, parce que nous, c'est vrai que, encore une fois, hein, c'est aussi une question de génération. Nous, on a tout pris c'était comme un package, quoi. T'avais le basket, c'était culture américaine qui allait avec le hip-hop, qui allait avec le cinéma. Donc nous, on a pris le package, et c'est vrai que, en tout cas, pour les banlieues parisiennes, je pense qu'il y a eu un côté un petit peu identitaire où on s'est dit, ah bah ouais, ça nous ressemble à nous en fait. Ça ressemble pas forcément au basket de papa entre guillemets qu'on peut voir à la télé sur France 3 ou etc. Et donc il y a eu une vraie connexion qui s'est faite culturellement vraiment avec le sport, mais aussi avec ce que ça représentait, la musique, le mouvement. Et c'est assez intéressant quand je vois des parcours qu'ont eu comme alors Akhenaton d'Ayam, bien sûr, qui très tôt a été à New York, a été un pionnier à sa manière dans le hip-hop. J'ai le sentiment qu'il y avait aussi cette connexion culturelle qui s'est passée à Marseille. Mais j'ai l'impression que finalement, ce que vous avez l'air de dire tous les deux, c'est que ça a été peut-être une passade ou une mode, entre guillemets, pour certains qui est retombée. Il n'y a pas eu vraiment l'effet d'entraînement, en fait. Ça serait ça? Non, ouais, tu as tout à fait raison. Moi, en fait... j'ai commencé à acheter les premiers magazines NBA, à suivre la NBA à fond, alors que je jouais encore au foot, en même temps où j'ai commencé à écouter Tupac. Tu vois, il y a une corrélation complète entre moi où je m'ouvre à la culture américaine. Moi, j'ai toujours trouvé des similitudes entre New York et Marseille. Le rap, les histoires de mafieux. Je trouvais que et c'est pour ça que je suis fan d'Enix aussi, c'est parce que j'ai toujours trouvé en Marseille des vraies grandes similitudes. Alors, je n'ai pas été le seul, hein. Il y a eu la French Connection dans les années 70 qui a aussi trouvé des passerelles avec New York pour d'autres raisons. Mais en tout cas, moi, j'ai toujours j'étais chez moi à Marseille, le foot, j'étais le grand à qui on me disait. Et moi, j'aimais bien jouer simple, en une touche de balle au foot. Et on me disait non, mets la tête, le grand. Et en fait, ça me gonflait. Et c'est mon père qui me faisait regarder les matchs sur France 3, donc le basket à papa, mais déjà ça me plaisait. Mais c'est vrai qu'il y a eu d'un coup je me suis dit il faut que je fasse du sport parce que je veux arrêter le foot, ça me gonfle. Je veux faire du sport et le basket a été naturellement pour moi un sport qui m'a attiré, mais en même temps il y a eu l'ouverture à la culture américaine qui est archi important, même dans ce que je suis aujourd'hui, et c'est pareil pour vous. Ouais, carrément. Et du coup, c'est ton père vraiment qui t'a
qui a accentué la fibre basket. Lui, il jouait au basket, il aimait le basket déjà. Dans ta famille, t'es le pionnier là-dessus ou... Je suis le pionnier, le seul basketteur. On est 14 cousins-cousines du côté de ma mère, donc la famille à Marseille. Il n'y a pas un gonze qui a joué au basket. Tu vois? Donc, je suis le seul à avoir joué au basket. Donc, on a une culture foot. Par contre, tout le monde a joué au foot, sauf les cousines. Il y a encore, quoique maintenant, j'ai des filles de mon cousin qui jouent au foot. Mais tu vois, même maintenant, je crois que des petits cousins, j'en ai quasiment 7 ou 8. Il n'y a personne qui joue au basket. Personne qui joue au basket. Donc, ça prouve aussi que, quand je parlais d'aspect culturel à Marseille, on joue au foot. On joue au foot. Moi, je suis le seul à avoir amené ce côté basket-là, mais par contre, j'ai contaminé personne. Moi, c'est ça. Il n'y a pas forcément comme tu dis, c'est tout ou rien. C'est-à-dire, il n'y a pas des gens. Moi, je joue pas, mais au moins, ça m'intéresse un peu. C'est zéro. Mais après, honnêtement, hein, Erwan pourra le dire. Quelqu'un comme, enfin, quand tu te promènes dans Marseille, t'as pas je sais pas comment l'expliquer. Ouais, la dimension physique que tu vois quand tu te promènes dans certaines rues de Paris, des babards que tu vois à Paris ou que tu vois, ou même Erwan par exemple à Marseille, c'est quelqu'un de très grand. Tu vois ce que je veux dire? En face de nous, les gens qui sont venus, l'immigration qu'il pouvait y avoir, qui sont d'Afrique du Nord, qui sont des physiques un peu plus petits, un peu plus légers, ils jouent au foot. Ils jouent tous au foot. Il y a cette dimension physique-là aussi. Quand moi, à Marseille, avec mon mètre 65, je ne suis pas dans la moyenne, mais j'ai moins honte que quand je vais me balader dans les travées de la Corotel Arena un jour d'NBA Games. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Et je pense qu'il y a ça aussi, cette vraie dimension athlétique. Et pourtant, putain, on a tout. Hein. Tu veux parler de jouer dehors, on peut jouer dehors de fin février à fin novembre, quoi. Ça, c'est sûr. Mais il n'y a pas de gymnase, il n'y a rien. Rien n'est fait pour le basket. Et pourtant, je reste persuadé, comme Erwan, que c'est bien. Mais Erwan, toi, justement, dans cette ville qui ne parle pas de basket, qui ne le valorise pas, à quel moment, toi, tu t'en passionnes à un point où tu te dis, bah, j'aimerais bien en faire quelque chose. Et pourquoi pas? Parce que tu as joué à un niveau quand même assez élevé, en faire mon métier. En fait, moi, le déclic, il ne se passe pas à Marseille. Donc, j'arrête le foot. Mes parents me disent, il faut que tu fasses du sport. Chez nous, c'est impossible que tu fasses pas sport à ton âge. J'hésite entre le handball et le basket, mais c'est beaucoup plus facile par les magazines d'aller sur le basket. Donc je te dis, allez, à cette époque-là, je suis au collège Jean Moulin dans les quartiers nord, et là, je commence un petit peu à découvrir le basket. Je vis chez mon père à cette époque-là, j'achète les premiers magazines. Je sens que ça me plaît, mais je suis sur la fin avec le foot. Et un été, comme chaque été à l'époque, je monte à Brest. Voir ma famille, et mon parrain, il était DJ du tournoi des As à Brest, de l'Étendard qui recevait l'Asvel, Pau, entre autres. Et donc moi, je suis là, je vais à côté de lui tout le week-end, et je découvre Rigaudot, Georges Murzan, et je vois le basket pro, quoi. Et je me souviens à la mi-temps, d'ailleurs, j'ai eu la chance de croiser Antoine Rigaudot pour une autre émission il n'y a pas si longtemps que ça, et je suis à la mi-temps, je shoot. J'ai quasiment jamais shooté de ma vie, et je dois faire un pourcentage minable, mais j'ai mes premières sensations de mettre un panier à 3 points. Et je me dis, waouh, c'est dans une petite salle parquet, Marcel Cerdan, que je connaîtrais du coup quasiment 10 ans plus tard, ou un peu moins, 7-6 ans plus tard, en espoir et en faisant le banc des pros là-bas. Je me dis, mais c'est trop bien cette sensation. Et les joueurs reviennent à la mi-temps, dont Antoine Rigaudot, je lui prends la balle, je lui fais une passe, il filoche évidemment. Et j'ai eu une sensation, je me suis dit, je veux jouer au basket. Et donc, il y a eu ce moment-là où je me suis dit, je veux jouer au basket absolument, c'est quelque chose de cool, il y a des grands. Parce que moi, maintenant, vous me connaissez, je ne suis pas comme ça, mais avant, quand j'étais plus jeune, je me voûtais parce que j'étais tout le temps avec des gens plus petits que moi. Donc, j'avais ce truc naturel d'être voûté. Et quand j'ai commencé à jouer au basket, je me suis redressé. Donc, ça a été aussi pour moi une manière d'être avec des gens qui me ressemblaient un petit peu plus. Et donc, en descendant à Marseille, je voulais jouer dehors. Parce que l'aspect culturel, ce que je voyais dans les films, dans les magazines, c'était le street, mais il fallait jouer en club, hein, Armand le dit. Et puis, je voulais les up-tempo. Tu te souviens, les R, là, tu sais, où c'était écrit en gros? Ah ouais, bien sûr. Qui sont ressortis il n'y a pas si longtemps que ça. Elles valaient 600 francs à l'époque, ce qui, dans mon milieu à moi, n'était pas donné. Et mes parents m'ont dit, OK, on te les achète. Il y a une seule condition, c'est que tu prennes une licence. Et donc, j'ai pris ma première licence à cette époque-là. J'avais 13 ans. Et donc, je signe à l'USPEG, le club concurrent du SMUC à l'époque. Et donc, je signe à l'USPEG et je commence ma carrière de basketteur comme ça. Et j'étais dans un collège aussi, ça c'est important, où il y avait un panier de basket. Et j'étais en 5e, donc je redoublais, mais j'allais voir les 3e jouer.
Et je les regardais tout entre midi et deux jouer au basket. Je faisais, ah, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Et un jour, évidemment, il manque un mec. Ils sont impairs. Il me dit, tu veux jouer? Et c'est là que j'ai commencé à jouer tous les jours au basket tout en continuant le foot. Et après, j'ai dit, allez, terminé, merci, bonsoir. Le basket sera mon sport de prédilection. Ah, c'est hyper intéressant parce qu'on sent le côté identitaire, parce qu'en fait tout à l'heure tu parlais de contre-culture et c'est vrai que moi je l'ai vécu comme ça aussi, et au même titre que le hip-hop où comme de toute façon c'était pas tout le monde connaissait pas ces choses-là, tu pouvais croiser un mec dans le métro, dans la rue et quasiment te dire ah mais lui je suis sûr qu'il connaît parce qu'il a telle chaussure, il a mis celle-là ou il a un t-shirt de ce type-là. Et c'est vrai que nous je me rappelle que alors ça, je pense que c'est très difficilement compréhensible pour les plus jeunes que nous qui ont toujours connu Internet, c'est qu'à l'époque, le simple fait de savoir des choses, ça voulait dire que tu étais passionné en fait, parce que tu pouvais pas avoir des infos sur le basket par hasard, tu pouvais pas avoir des infos sur le rap par hasard, fallait que tu sois passionné, que tu ailles chercher les choses, et du coup, ça te poussait à retrouver des gens qui te ressemblaient, et enfin, vous allez me dire si vous l'avez vécu comme ça, mais moi, j'ai vraiment vécu ça comme une espèce de fierté de me dire, moi, je connais des trucs que tout le monde connaît pas, c'est ma clique, c'est ma culture, c'est moi, quoi. Mais Théo, quand on fait les qui suis-je, elle vient d'où la culture? Elle vient lesquelles facs? Elle vient des magazines, elle vient des cartes Hyperdeck. C'est ça, moi, la culture basket qu'on s'est fait, nous, c'est ça. Moi, j'avais ça de cartes Hyperdeck à la maison. Je suis parti en centre de formation, je suis rentré à Noël, ma mère les avait jetées. Je peux te dire que ça a été ma première fêlure en tant qu'homme de dire mais non, tu n'as pas pu me jeter ça. Donc en fait, tu as raison, c'est qu'à l'époque, quand tu avais une culture NBA, eh ben en fait, ça n'avait rien au hasard. C'est que tu étais un passionné et c'est que tu connaissais vraiment les choses pour les bonnes raisons. Il n'y avait pas de « Ah, j'ai vu un truc passer sur Instagram ». Non, ça n'existait pas. Il fallait acheter des magazines, il fallait les lire, il fallait se renseigner et donc il fallait être un passionné et il fallait le faire régulièrement. Tu ne pouvais pas juste lire un magazine. Et puis comme toute contre-culture, tu avais l'impression d'appartenir à une communauté. C'est ça qui était génial. Et qu'on a malgré tout, aujourd'hui, on a encore cette impression d'être dans une communauté un petit peu particulière. On le ressent avec First Team, avec les gens qui vous entourent, on le ressent avec Rivers également. Voilà, comme tu dis, au premier coup d'œil, on sait qui pourrait être fan de basket, tandis que les fans de foot ici, ils sont tous là. C'est-à-dire tout le monde, il n'y a pas un enfant, pas même une petite fille qui n'est pas soit allée au stade, soit fan de l'OM. Donc c'est vrai que mais voilà, Théo, j'ai une histoire qui va te plaire. C'est que, donc, moi, vous le savez, donc, je quitte Marseille à 15 ans et demi pour l'ensemble de formation après 2 ans de basket à l'USPEG. Mais je reste un mec de Marseille, un mec qui est grandi dans les quartiers nord. Moi, le style, le flow, je ne l'ai pas encore du basketteur. Moi, j'ai le flow de Marseille. Je déboule en centre de formation à Biarritz où je rencontre Kenny Grant, Cédric Bisley, tous des mecs qui ont déjà, c'est une culture basket un peu plus ouverte. Kenny Grant, qui est un New-Yorkais de par son père, qui arrive avec les baggies, qui arrive avec les derniers sons américains. Moi, j'arrive avec 6 survêtements Lacoste de 6 couleurs différentes et une collection d'Air Max. Et j'arrive aux entraînements et je sors des entraînements, je vais au lycée, entre les basketteurs et les surfeurs. Mais les mecs, ils me regardent, ils font, mais qu'est-ce qu'il fait? Qui est ce mec-là? Et 6 mois après, même pas, mais je peux te dire que je suis déjà en baggy, je suis déjà avec les trucs larges, les Russell athlétiques, les Karl Kani, et je commence à rentrer les Echo, tout ça, et je rentre dans ces... Et là, pour le coup, je m'habille comme un basketteur et la culture que j'aime. Mais les 3 premiers mois à Biarritz, j'ai une garde-robe de Marseillais. C'est le choc culturel, quoi. Ah, complètement. Mais est-ce que du coup, le fait d'embrasser cette culture même vestimentaire, ça t'a donné l'envie encore de progresser encore plus, ou ça t'a fait un déclic dans ta tête où t'as fait augmenter ton niveau en te disant maintenant je fais vraiment partie de ce truc-là? Ouais, moi, il y avait un tout. Il y avait évidemment de fait d'appartenir à ces gens-là. Tu as raison. Au lycée, on avait l'impression d'être. Tu sais, moi, ma première série que j'ai regardée, c'est Beverly Hills. Et je rêvais toujours des mecs, tu sais, qui avaient les hoodies, les Teddy à l'école, au lycée, qui étaient un peu l'espèce de les stars du lycée. Moi, quand j'arrive à Biarritz, c'est ça. On est les stars du lycée. On est les stars du lycée. Alors, avec les rugbyman du BO, avec qui il fallait pas trop se frotter parce qu'ils avaient la poire facile. Mais je me sentais comme Brandon Walsh à Beverly Hills quand je suis arrivé à Biarritz. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on était les grands, les basketteurs, c'était quand même cool. Tu étais dans une salle alors que les rugbyman, eux, fallait les voir sous la pluie, le dimanche après-midi. Le basket, c'était cool, tu vois. Donc, j'ai eu cette sensation-là et oui, ça m'a évidemment aidé. Après, moi, mon rêve, c'était, je voulais m'entraîner tous les jours et arriver en centre de formation et s'entraîner tous les jours. C'était aussi une manière de matérialiser en me disant, vas-y, maintenant, je veux y aller. Je veux être un pro, ce que je ne serai jamais vraiment. C'était plus Steve Sanders que Brandon Walsh, d'ailleurs. Oh, Dylan McKay, j'aurais accepté. Steve Sanders, c'est non.
Ah, mais Steve Sanders, c'est lui qui avait le blouson, c'était pas Brandon Walsh, tu te Ouais, rappelles. mais j'avais la veste de Steve, mais je voulais être Brandon. C'est ça, là, Là, on touche les vraies Là, choses. on a- On sait là, enfin on les choses accepte. là, maintenant. Bon, qu'avoir la Porsche de Dylan McKay, c'était cool aussi. Hein. Ouais. Mais bon, il n'y avait plus son père et ses parents, donc bon, je lui laisse la Porsche. Hein. C'est ça. Et du coup, comme disait Pierre Armand, là, t'es passé effectivement de découvrir une nouvelle passion, un nouveau sport, une nouvelle culture, vouloir en faire ton métier, quelque part. Si quand on part en centre de formation, j'imagine que c'est ça qu'on a forcément en tête. Et au bout du compte, bah, t'en as fait ton métier, mais pas vraiment de la manière que t'imaginais au début. Je suis curieux de savoir, en fait, à quel moment ça fait la bascule. Toi, à quel moment tu te dis, bon, bah, finalement, cette voie-là, ça va peut-être pas être possible pour moi ou ça va être compliqué. Comment se fait la bascule et est-ce que c'est dur, en fait, dans la tête, tu vois, de se dire, bon, je veux rester dans le basket, mais ce sera peut-être pas de la manière que j'avais imaginé. Bah, ça a été dur. Ça a été même très, très dur. Parce que moi, je suis un rêveur et je suis un obstiné. Et ça a été très, très dur. Parce que quand tu rentres en centre de formation, que ça se passe plutôt bien, moi, quand j'arrive à Biarritz, je suis très vite titulaire. On est en Cadet de France deuxième division. Parce que l'histoire, c'est que je vais faire des essais à Pau. Ça se passe plutôt pas mal. Et donc, je suis dans le bureau de Claude Bergeau. Et il me dit, bon, écoute, c'est bien. Athlétique, il y a du boulot. Parce que j'étais évidemment encore loin d'être un joueur abouti. Il me dit, écoute, nous, on peut te mettre en Cadet France, en Cadet région, tu t'entraînes avec des Cadets France, mais nous, il y a déjà 2 mecs qui sont devant toi en place. Bon, les 2 mecs, c'est des frères qui arrivent de Guadeloupe et qui s'appellent Florent et Mickaël. Mais moi, je ne sais pas qui c'est. Je suis, ah non, mais moi, je ne quitte pas Marseille pour jouer en Cadet région, je reste chez moi. Il me dit, alors, ok, j'ai une autre option, je t'envoie à Biarritz, c'est une antenne qu'on monte là-bas. C'est pas Cololé que j'embrasse d'ailleurs qui gère ça là-bas. Et tu joues, mais c'est les Cadet France deuxième division. Je dis OK. Je ne sais même pas ce que ça représentait Cadet France deuxième division. Et donc j'arrive là-bas, je suis le dernier d'ailleurs même à être recruté. L'équipe était faite. Et en fait, très vite, je deviens un joueur majeur. Je fais 2 très bonnes saisons en Cadet France. Et on monte de deuxième en première div. L'année d'après, on joue Cholet, Limoges, Pau. On les tape tous au moins une fois sur les allers-retours. Et ça se passe plutôt bien pour moi, sportivement parlant. Après, je pense que dans mon comportement, je fit. Et le but, c'était de retourner à Pau en espoir. Après, je pense que sur le comportement, parce que je restais un jeune adolescent qui avait quitté son cocon familial, qui était plein de colère, plein d'incompréhension, plein d'injustice à mes yeux. Hein. Donc, le comportement n'a pas forcément suivi. Et le coup près tombe, c'est que Claude Bergeau me dit qu'il ne me prendra pas en espoir. Et là, ça commence pour moi à être dur, en fait. Mais je veux me battre, je veux m'accrocher. Et j'ai cette opportunité d'aller à Brest, où je fais de journée sport là-bas, qui est une équipe dramatique. Hein. Les sports de Brest, c'est une équipe dramatique, mais bon, moi, je vais jouer 35 minutes, je vais prendre tous les tirs que je veux, et surtout, je vais m'entraîner avec les pros et faire le banc des pros, ce qui va me permettre d'avoir quelques petits kiffs un peu de côtoyer le milieu pro. Mais du coup, je rêve des espoirs de Pau, je me retrouve en espoir à Brest, quoi. Et là, c'est dur. Vas-y, pardon. Et là, c'est dur. C'est un premier échec. Mais du coup, de jouer avec les pros, de s'entraîner, ça se passe pas trop mal. Il y a Jimmy Verov, il y a Franck Verov. Donc, il y a des mecs. Cette saison-là, je vais me retrouver avec Dion George, qui est le Canadien. C'est le père donc, de Keon George qui joue aux Wizards aujourd'hui. Ok, d'accord. Donc, tu vois, c'est fantastique. Du coup, aujourd'hui, c'est pour ça que je dis que c'est mon neveu. Il y a un mec qui est en Suisse qui aujourd'hui qui côtoie Dion George. Il faut qu'on s'appelle d'ailleurs pour parler de ça parce que c'est marrant. Il y a Robert Conley qui ensuite va passer par l'Asvel, un Ricain très fort. Donc franchement, je vais vivre quand même une aventure assez extraordinaire. Et puis c'est Brest, il joue à 6 pro et ça va offrir des opportunités par moment. C'est incroyable, comme un jeudi soir. Je fais un 8h, 18h à l'école. J'arrive, il y a un match de Coupe de France et en fait, il y a 2 Ricains qui sont partis et ils sont 4 pros. C'est vrai, et du coup, t'as joué ce soir-là? On joue Nantes, on joue l'Hermine de Nantes. Je joue 25 minutes, je mets 11 points et on gagne. Oh, putain, magnifique beau, ça. Je ne connaissais pas du tout cette anecdote, incroyable. Et ça doit se retrouver, ça, je pense. Et donc, je mets 11 points, je mets un dunk, je mets un 3 points, je défends sur Salomon Samy à l'époque, qui était du côté de l'Hermine de Nantes. Et franchement, je fais un bête de match. Je fais un bête de match et c'est un jeudi soir, je suis heureux. Je me dis, ça y est, ma carrière, elle est lancée. Je vais en soirée, je me mets une poire et puis voilà quoi. Et puis le vendredi, je vais à l'entraînement et le samedi, je rentre pas avec les pros et je retombe dans le truc. Mais j'avais pas tous les codes, je pense aussi pour pouvoir réussir, pas le talent, parce qu'avec le recul, on se rend compte que
la carrière dont je rêvais, j'en étais loin. Mais en tout cas, voilà, ça, c'est mon petit kiff, c'est mon petit bonbon à moi que je raconte assez peu souvent. Thomas Dufin est évidemment au courant. Mais ce soir-là, mettre 11 points face à une équipe qui était une bonne équipe, l'Hermine de Nantes, je me suis dit, ça y est, j'y suis. C'était ta insanity à toi, quoi. Ça a été un peu le problème de croire souvent que ça y est, j'y suis, alors que non. Après, j'imagine que tu dois, c'est une aparté, mais tu dois avoir un bouquin entier à écrire parce que Brest, c'est quand même un club assez folklorique de ce que j'ai pu en percevoir et qu'effectivement des matchs ou des saisons où il y a des Américains qui arrivent, qui repartent, etc. Il y en a eu plusieurs. Donc j'imagine que tu dois avoir plusieurs dossiers là-dessus. Je me dis, parce que je me mélange dans les dates, mais du coup, tu n'as pas croisé Stéphane là-bas? Non, il arrive 2 ans après, lui. D'accord. Il arrive 2 ans plus tard. Moi, en fait, je fais qu'1 an à Brest. Ça aussi, tu vois, c'est encore un mauvais choix. Moi, finalement, je suis quand même bien là-bas. Je suis le meilleur scoreur en espoir. Je rentre avec les pros peu, mais je suis le premier espoir, voire le deuxième à rentrer avec Serge Abbé à l'époque. Et puis Serge, il est plus vieux que moi. Donc l'année d'après, moi, en fait, j'ai tout intérêt à rester, même si les espoirs, c'est quand même sportivement compliqué, les ambitions collectives. Mais avec les pros, il y a de quoi faire. Et en fait, je me barre, je vais signer à Bayonne en National 1. Et j'aurais dû rester à Brest parce que l'année d'après, c'est l'année où ils vont lancer Gary Chatuan, Cédric Gomez, tout ça. Il y aurait eu de la place pour jouer. Je ne te dis pas que j'aurais fait mieux qu'eux, loin de là. Je ne me serais évidemment pas permis cette analyse-là. Mais il y aurait eu de la place pour un mec qui était déjà en place depuis 1 an. Bon, c'est le premier mauvais choix que je fais à ce moment-là. Et en plus, je vais signer à Bayonne en N1 pour retrouver Paco, mais les raisons ne sont pas bonnes. Je voulais retrouver le Sud-Ouest, mais les raisons n'étaient pas les bonnes. Et donc, c'est le premier mauvais choix, parce qu'après, ça va pas très bien se passer en National 1 à Bayonne. Okay. Et après, à quel moment tu fais le switch, ou en tout cas, tu te dis dans ta tête, je vais penser à autre chose, et qui te fait, est-ce qu'il y a une rencontre qui te fait dire que le journalisme, ça peut être une bonne idée, et ça peut être, avec ta culture justement, et tout ce que tu sais, et tout ce que tu as engrangé depuis toujours, une bonne manière de rebondir tout en restant dans un milieu que t'aimes? Ça arrive tard, ça arrive trop tard même, je pense. Tu vois, avec le recul aujourd'hui, ça arrive trop tard. Moi, je me suis accroché à aller jouer en N2, en N3, aller m'entraîner avec Saint-Etienne à l'époque en Pro B, faire les prépas, aller m'entraîner avec Antibes, comme mon pote Cédric Bisley et mon pote Milou Doubal sont là-bas, à faire des 2 mois d'entraînement en Pro B Antibes, à espérer de prendre le dernier contrat. Je rame beaucoup, quoi. Tu vois, j'y crois, je veux pas lâcher l'affaire et je perds malgré tout pas mal de temps. Et en fait, c'est quand je suis à Bassindre, en National 3, où on a une grosse équipe. Donc, c'est à Nantes, hein, Bassindre. On monte. Je joue avec Sylvain Delorme, qui est aujourd'hui coach à Rouen, Atis Francis. Enfin, on a une très belle équipe. On monte et le coach, je ne vais pas citer son nom parce que c'est quelqu'un qui est dans des affaires et qui est un mec qui ne mérite pas que je cite son nom. Et il garde, sur les 11 mecs qu'on était, il garde 2 mecs. Il garde 2 mecs avec des explications vaseuses. Et derrière, je me dis, ah ouais, ça veut dire que même quand tu es dans un projet N3, que tu montes, que tu fais le taf, le gars derrière, il part dans des délires d'agents, aller chercher des mecs, décider ça. Je me dis, bon, là, j'ai 27 ou 28 ans. Je me dis, bon, là, il faut que je pense à autre chose. Et j'ai 2 solutions. Je me dis, ou je coach parce que j'adore le basket. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même de la place parce que je n'ai pas rencontré beaucoup de coachs qui m'ont fait rêver. Je n'ai pas Cololé qui m'a donné la passion du sport, de ce sport-là. Mais le reste, ça ne m'a jamais… Et je me dis, où je fais coach, mais je risque de retomber sur les mêmes gens avec qui je ne m'entends pas spécialement et que, en tout cas, je ne partage pas la vision de ce sport avec eux, ou je peux être journaliste. Et j'ai l'impression que le journalisme, je lis l'équipe depuis que je suis tout petit. Mon père m'a donné une culture sport exceptionnelle. Et je me dis que là, il y a de la place pour le coup. Il y a de la place parce que personne, de ce que j'entends en tout cas, dans les journalistes, hein, pas les consultants, chez les journalistes, il n'y a pas de gens qui parlent bien basket. Et je me lance là-dedans. Donc, du coup, je fais une formation par correspondance qui vaut ce qu'elle vaut. Et surtout, je me retrouve sous le conseil de ma tante Irène, qui est journaliste à Marseille, qui me dit, mais il faut que tu ailles à Paris. C'est là-bas que ça se passe. Et merci à elle, parce qu'effectivement, c'est là-bas que ça va se passer. Et vous connaissez la suite. Et c'est comme ça que tu te retrouves, du coup, que tu viens en région parisienne et que tu signes avec Malakoff. C'est comme ça que ça s'est passé, en gros? 2009, exactement. Ouais. Mon pote Fabrice Perriac a son frère qui joue en National 3, donc à Malakoff. Et je lui dis, vas-y, cherche un club. Je vais faire des essais à Charenton. Et ensuite, je fais des… Donc, à l'époque, je n'avais pas beaucoup d'argent. Donc, je paye mon billet, tout ça. Hein, je viens. Ils sont à N2 à l'époque. Ils ont une belle équipe. Ils hésitent entre 2 mecs. Ils ne me prennent pas moi. J'appelle le mec de Malakoff et il appelle le mec de Charenton. Il dit non, mais pour la N3, ça fait largement le taf. Et donc, moi, je viens. J'ai un stage dans une rédaction à Paris et je déboule à Paris à l'été 2009 avec un club de N3
qui est Malakoff, qui va me filer un appart à un HLM du club. Et je vais toucher un peu d'argent et ça va me permettre, dans les premières années compliquées financièrement à Paris, et vous savez ce que c'est, de pouvoir rester à Paris et de pouvoir me donner le temps de me faire un réseau, de trouver ma place de journaliste. Okay. Justement, dans ce réseau-là, est-ce que tu avais déjà des objectifs ou est-ce que tu avais déjà des gens que tu t'étais dit que je dois, qu'on t'avait proposé de présenter ou... Au début, le stage que je fais, c'est chez But, les magazines, pas les magasins électroménagers, mais les magazines de foot. Les magazines de foot. Et en fait, mon gars, j'ai écrit des articles pour But Saint-Etienne, pour But Lens, pour But Nantes, pour But Marseille. Je ne sais pas si tu te rends compte que je fais des articles de mercato sur ça, sur la saison. Donc, en fait, je suis loin du basket. J'ai ça en tête, j'ai plein d'idées, mais j'arrive à Paris. Vous savez que le réseau, c'est un truc que j'ai cultivé, mais j'arrive à Paris, je connais personne. Je connais vraiment personne. Et c'est encore une fois par rapport au réseau basket où je vais commencer à me faire des connexions. Mais les premiers mois, la première année, c'est très compliqué. Professionnellement, je suis là, je sais ce que je veux, mais je sais pas du tout comment y arriver. Ouais, d'autant qu'à cette époque-là, pour moi, j'étais 2009, donc moi j'étais déjà journaliste professionnel, mais je devais être encore pigiste. Et en fait, il y a très peu quand même de magazines, en tout cas en presse écrite, il y a très peu de place en fait. C'est des toutes petites rédactions qui sont déjà en train de vivoter ou de péricliter parce qu'il y a la montée d'Internet. Donc en plus, il n'y a personne qui a de l'argent à miser sur un jeune journaliste ou un jeune talent. Enfin, la situation est extrêmement compliquée. C'est le moment où la presse commence à baisser de plus en plus. Donc en plus, c'est vrai que c'est pas le timing le plus propice en fait pour que tu puisses te faire une place, quoi. Non, mais moi, au début, quand je commence à écrire mes premiers articles, donc je suis à Mont-de-Marsan en National 2, à Sergaston en National 2, je vais me faire engueuler sinon. Je fais des articles pour Sud-Ouest sur la Fédérale 3 de rugby. Il y a un truc qui s'appelle Sport Magazine Land. J'ai fait un sujet sur un mec qui faisait des marathons en échasse. Donc moi, avant d'être un spécialiste basket, journaliste spécialiste basket, mais mon gars, il se passe des choses. Je fais des articles sur des trucs improbables. Quand je retourne après jouer à Saint-Nazaire en National 3, que j'habite à Nantes, je travaille avec Presse Océan et on me donne un championnat DRS que je suis toute la saison. Et chaque dimanche après-midi, après mes matchs du samedi soir, je vais sur les stades de foot faire des résumés de matchs, preview le vendredi, récap le dimanche, et je fais 2 articles par semaine sur un championnat amateur de foot DRS. Donc, je n'écris même pas sur le basket. Je suis à des années-lumière de ça. Après, quand je vais à Paris, c'est pareil. Au début, j'écris sur du foot, j'écris sur des trucs. Je me vois même pas être un journaliste spécial basket. Je rêve de rentrer chez Canal. Évidemment, Bin arrive à peine ou n'est pas encore là, mais je rêve d'être chez Canal, de bosser. Mais en fait, pour moi, c'est inaccessible. Et tu sais ce que c'est, Théo. Donc moi, je suis même pas dans la radio et encore moins dans la télé. Donc je veux écrire parce que c'est ce que j'aimais faire au début. Mais en fait, écrire que sur du basket et vivre que du basket, mais pour moi, c'est inimaginable. Je veux être journaliste. Hein. Je veux même pas être journaliste basket, je veux être journaliste. Et du coup, la bascule avec le moment où tu commences à faire Hoopcast, c'est finalement c'est là où tu mets vraiment le pied dans la porte. Je sais, en fait, même ça, je sais pas en fait comment se lance le podcast, comment vraiment vous commencez à monter cette équipe qui plus tard, sous d'autres formes et pour plein d'autres raisons, deviendra First Team. Mais comment ça se passe en fait? Alors, Malakoff, on a une équipe extraordinaire avec des gens fabuleux qui seront mes amis pour toujours. Et Thomas Dufin fait partie de cette équipe-là. J'ai 28 ans, là, on a 20 à l'époque. Donc, la relation qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas du tout celle qu'on pouvait avoir à l'époque. C'était un jeune branleur, mais que j'aimais bien. J'aimais bien Thomas. Et moi, à un moment donné, je vois que je galère, que les opportunités ne se font pas. J'ai des piges à droite, à gauche, mais je me dis, mais je ne peux pas vivre de ça, ce n'est pas possible. Et je me dis, écoute, je vais créer quelque chose à moi. Au moins, alors ça ne me rapportera pas d'argent dans l'immédiat, mais au moins, je vais créer quelque chose. Et donc, je me dis, vas-y, je vais m'acheter une carte son, je vais m'acheter 2 micros et je vais faire un podcast. Parce que j'avais entendu des mecs de Grenoble. Et d'ailleurs, ces mecs de Grenoble qui faisaient un podcast, je ne sais plus comment ça s'appelait. J'ai vu ça sur Facebook, j'ai dit, mais c'est ça que je veux faire. Et tu sais, Théo, et peut-être toi, Pierre, tu vois qui c'est le cousin de Jérémy qui faisait ce podcast. Jérémy aujourd'hui est notre responsable éditorial de tous les réseaux sociaux. Elle est ouf l'histoire. Hein. C'est marrant. Ah oui, c'est clair. Donc, c'est ces mecs-là qui faisaient ça. Et moi, je dis, je veux faire ça. Et je lance
un vlog, un blog, je sais pas comment on appelle ça, un blog qui s'appelle Are You Kidding Me? Et avec Thomas, on fait des émissions, on a des invités plus ou moins, ou des fois on l'a fait à deux, et on lance ce vlog-là, qui s'appelle donc Are You Kidding Me? On écrit des articles un peu second degré, et on fait une fois par semaine, une demi-heure d'émission sur SoundCloud, tout ça. Et donc c'est comme ça qu'on se lance. Are You Kidding Me? Ça va durer 6 mois. Okay, et Thomas, parce qu'en fait, avec tous les fous qu'il y avait dans cette équipe-là, qui avaient des avis, que ça partait dans tous les sens, Thomas, malgré son jeune âge, je trouvais que c'était le mec le plus structuré dans ses propos. On s'entendait bien sur le terrain, j'aimais bien sa manière de jouer au basket. J'ai dit, on parle le même basket. Et finalement, c'est le plus jeune que je suis allé chercher pour dire, mais ça te dit de faire ce projet? Il me dit oui. Mais lui, à l'époque, il est à la fac en finance, il fait que sortir. On est loin d'imaginer que ça va devenir ça. Et du coup, le fait de se structurer et d'être encadré par la structure Hoopcast, celle-là, elle démarre la rencontre avec Alain Mattei. C'est pareil, c'est quelque chose Alain, vous le rencontrez en le démarrant ou vous avez cette idée tous les trois? Alors, moi, j'essaie quand même de me faire un réseau et je rencontre donc Fabrice Auclair de Basket USA et on discute. Et Fabrice, il voit bien que j'ai des crocs, quoi, que je connais quand même le basket, que j'ai des crocs, que j'ai envie de faire des choses. Mais encore une fois, le milieu, il est dur, il n'a pas spécialement de place. Pour moi, par contre, il me dit, écoute, je vois que tu fais un podcast, je ne sais plus où on se croise exactement, je vois que tu fais un podcast. Nous, en fait, on a un mec, Alain Mattei, avec qui on parle d'un projet podcast. Rencontrez-vous et peut-être qu'on peut faire un truc ensemble. Tu peux incarner avec lui le podcast Basket USA. Moi, tu m'étonnes, moi, tu me dis ça à l'époque, c'est comme si tu me donnes un doigt, je vais prendre le bras, quoi. Et donc, je rencontre Alain Mattei, on échange. Donc, on est quand même deux gens assez différents. Alain est un excellent journaliste, donc on échange. Je me souviens, à l'époque, j'étais rentré à Bine depuis, et on échange. Et Alain me dit, bon, ok, moi, il y a deux choses que je veux changer dans ce que tu fais déjà. C'est que je veux changer le nom. C'est le vôtre. Je voudrais qu'on ait un truc plus à nous. Bon, je peux comprendre. Puis, Are You Kidding Me, c'est un peu long. Et je veux qu'on le fasse à deux. Je ne veux pas qu'on le fasse à trois parce que tu es déjà trop proche de Thomas et tout. Et là, je lui fais, écoute, on va couper la poire en deux, on va changer de nom, mais par contre, on va garder Thomas. Mais tu sais, aujourd'hui, je dis ça paraît normal, mais moi, à l'époque, c'est une opportunité de ouf de faire le podcast de Basket USA. Je me lance. Thomas, il est encore dans un entre-deux, il le fait, c'est cool, mais il n'est pas complètement dans l'aventure. Mais je me dis non. Moi, je veux rouler avec Thomas. Je sais qu'il est bon, je sais que ça va le faire, et donc on trouve cet accord-là. Mais Alain n'avait rien contre Thomas, hein. Il le connaissait pas. Et d'ailleurs, plus tard, il dira non, mais on a bien fait, parce que on a fait une décision commune, on a bien fait de le faire à trois. Et donc, on se lance comme ça en audio sur le Hoopcast. Et ensuite, avec l'arrivée de Dailymotion, on va lancer cette émission un peu légendaire, parce que c'est le début de quelque chose qui s'appelle le Hoopcast. Et on sera donc en deal avec Basket USA. Ouais, et puis une émission que vous faites évoluer. Il y avait même à la fin des émissions spéciales de type Camoulox et tout. Ça vraiment, vous avez mis une patte particulière et on sentait que vous aviez une liberté. Et moi, tout à l'heure, je te parlais, je disais, moi, Erwan, la dernière fois que j'ai passé du temps à Marseille, parce que du coup, maintenant, il revient en coup de vent et plus que très pris quand il revient à Marseille, on se retrouve aux alentours du Vieux-Port et c'est un été et on va manger ensemble dans un restaurant chinois, je me rappelle. Et il me dit, écoute, je lui dis, alors ça se passe bien, le cas ça, il me dit, bah écoute, on va peut-être arrêter parce que là, avec Thomas, on vient d'avoir une idée, on est sur un gros projet, un indépendant et tout, et tu vas voir, ça va démarrer normalement à la rentrée, tout ça, et du coup, en attendant, et donc, on va arriver, comme ça, débarquer le logo First Team, et ça démarre de là, et tu es sûr de ton coup, quand tu démarres ça, où tu te dis, on prend quand même un gros risque en se détachant de Basket USA et finalement en lançant votre affaire tous les deux, quoi, qui devient aujourd'hui ce qu'elle est, bien sûr. Mais c'était quand même, quand je t'avais vu, il y avait une excitation à la fois, mais pas une inquiétude, parce que t'es pas t'es suffisamment ambitieux pour pas être inquiet. Mais méfie-toi quand même. mais c'était quand même, il y avait une émulation qui était, je te voyais, t'étais frétillant, quoi. Ouais, il y a des gens que je dois citer quand même dans cette construction-là. Comme tu l'as dit, on prend la décision de quitter Basket USA. Ça se passe. Fabrice Auclair, il connaît très bien. Ça se passe pas bien. La fin, on est pas en guerre, le mot, mais on est en conflit. On est en conflit ouvert. Moi, je suis beaucoup plus jeune que ça, donc entre l'ambition, la volonté
et mes émotions. Donc, on est en conflit ouvert, mais surtout, c'est Wax. C'est Wax qui nous pousse à nous dire mais les gars, lancez-vous sur YouTube. Vous avez un truc particulier, vous avez un truc unique, lancez-vous sur YouTube. Et nous, à l'époque, on a de l'ambition avec le Hoopcast, c'est notre bébé. On a envie d'en faire plus et c'est vrai qu'on se heurte un petit peu à la ligne éditoriale et aux volontés de Basket USA, mais en même temps, ça leur appartient, c'est à eux. Donc, ils sont en droit aussi de dire non, non, mais nous, ça nous suffit. On était peut-être en train d'incarner des trucs dans lesquels eux ne se retrouvaient pas. Ce que je peux comprendre aujourd'hui. À l'époque, je ne le comprenais pas parce que quand tu as les crocs, quand tu as la dalle, quand tu es ambitieux, en fait, tu n'écoutes personne. Et ce n'est pas un super conseil qu'il faut donner des fois, mais en fait, si. Quand tu crois en quelque chose, faut des fois défoncer des murs, faut des fois aller au conflit. Et Wax, donc, qui venait voir les émissions du Hoopcast en public, que je ne connaissais absolument pas, et que j'ai appris à découvrir comme ça, lui nous dit, mais moi, je peux vous présenter Webedia et l'aventure. Et ça nous pousse, du coup, à vraiment se dire, allez, on se barre et on va créer notre truc avec la structure Webedia. Mais je veux revenir aussi du risque de partir de Dailymotion et Basket USA. C'est que moi, je ne renouvelle pas mon contrat avec Bein. Bein, j'y rentre aussi grâce, et c'est pour ça que c'est le deuxième nom à citer, à Rémi Reverchon. On a des amis en commun, lui, il revient de Los Angeles pour l'ancienne NBA Extra avec Xav Votion, et Rémi, on échange parce qu'on a des gens en commun. Il me dit, écoute, j'ai une place de journaliste, moi je veux mettre un journaliste que je connais, un gars à moi, vas-y, viens, et je fais un entretien. Donc je rentre à Bein, et ça dure 3 ans, et c'est là que je vais apprendre le métier, à Diolala, Mathias Duché, Xavier Votion. Voilà, Jacques, évidemment, Rémi, donc tous ces gens-là vont m'apprendre le métier. C'est une aventure extraordinaire. J'étais dans des CDDU, donc chaque année, je re-signais. Et donc, après 3 ans, je ne re-signe pas à Bein. Là, ma mère, je peux te dire que ma mère, elle a pété les plombs. Hein. Comment ça, tu ne re-signes pas à Bein, tu veux monter une entreprise. Chez nous, on n'est pas des entrepreneurs. Je me dis, mais où tu vas? Qu'est-ce que tu fais? Je croyais que tu avais réussi enfin. Bon, bref. Et du coup, le risque, il est double. C'est qu'on se lâche des deux mains, en fait. On se lâche des deux mains, et on déboule chez Webedia et on monte la boîte avec Steph. Et donc, ça s'appelle First Team. Et quand tu dis on, c'est Thomas, toi et Paul? Paul nous suit, évidemment, pas dans un premier temps. Je ne peux pas tout raconter parce que même s'il y a procuration, Paul est en contrat, est d'alternance avec Basket USA. D'accord. Mais Paul est proche de nous. Donc, Paul nous suit au début sans que ça se sache vraiment, même si, bon, Fabrice, il n'est pas bête. Hein. Mais voilà, mais je l'ai recroisé. Fabrice, du coup, c'est aujourd'hui, je pense que je parle pour lui, mais je pense qu'il est content pour nous. Voilà, aujourd'hui, il y a de la place pour tout le monde. Ils font ce qu'ils font, on fait ce qu'on fait. Et puis voilà, puis ça fait partie aussi de la construction de chacun. Mais oui, Paul nous suit, évidemment. Paul, il est là depuis quasiment le début. C'est marrant les interconnexions parce que nous, je pense qu'on se rencontre à ce moment-là, qu'au moment où vous lancez First Team par l'intermédiaire de Stephen Brun. Parce que moi, c'était... Alors, des interviews avec des joueurs, j'en ai fait plein, mais j'ai jamais forcément cherché ni vraiment développé de connexion, de rapport avec tant de joueurs que ça, de très rares exceptions. Et Stephen c'en était un parce qu'en fait, il aime la musique, on aime les mêmes trucs, les mêmes délires. Et là, c'est un mec que j'ai vite appris à apprécier, même si on se connaissait, enfin, on se tenait au courant de loin en loin. Et c'est lui, en fait, qui me contacte en me parlant de vous. Et puis, on se rend compte après. Je crois que vous veniez de monter, c'était à Webedia, la première rencontre qu'on fait. Donc, je pense que c'était déjà en marche. Mais ce qui est marrant, c'est que je ne savais pas que c'était, tu vois, que tu étais rentré chez Bein par Rémi Reverchon, ou du moins par son aide. Et du coup, vous connaissiez de l'époque où il jouait à Charenton, ou vous êtes connu simplement dans le... Pas du tout. Pas du tout. Rémi, je lui ai écrit une fois quand il est aux États-Unis parce que je voulais peut-être aller faire un stage. Il avait une boîte de prod. Mais bon, à l'époque, il fallait payer 1 000 € de billets. Ouais. Je suis en train de te dire que 1 000 € de billets à l'époque, c'est comme si je dois aujourd'hui en sortir 10 000. Donc, bon, je fais le grossiste, mais non, mais tu m'as compris. Je n'avais pas 1 000 € à mettre dans un billet d'avion. Mais bon, on restait en contact à peu près. Et quand il arrive à Bein, on échange là-dessus, quoi. Mais c'est via mes amis, les Bisley, Kevin et Cédric. Qui aujourd'hui, eux, sont dans la gestion de patrimoine. Hein. Ils s'occupent de Rudy Gobert, Evan Fournier, Victor Mbanyama notamment. Voilà, ils bossent avec comme sport. Donc, eux, avec le basket, ils ont pris une autre branche aussi, tu vois, comme quoi. Et c'est eux qui me mettent en relation avec Rémi. D'accord, oui, c'est marrant parce que Rémi, pour le coup, donc moi je l'ai connu par le biais du basket, puis par le biais, quand il est parti à Los Angeles, nous parfois on publiait sur Basket Session certains de ses vidéos, etc. Et puis après, il s'est passé que quand Bein s'est lancé, il est revenu en France pour bosser à plein temps avec Bein, et nous on a joué ensemble, on a fait 3 saisons ensemble, on était équipiers, donc à Charonne, exactement. Donc c'est marrant ces interconnexions parce qu'au bout du compte, on a rencontré des personnes similaires et c'est par elles qu'on a fini par se connecter, quoi. Donc c'est plutôt drôle, quoi.
Ouais, c'est vrai, mais de toute façon, moi, je suis un gars du réseau. Moi, connecté, tu vois, je suis arrivé après, je connaissais personne. Aujourd'hui, je connais beaucoup, beaucoup de gens, mais je crois que le réseau, connaître des gens, pouvoir échanger, tu vois, le fait qu'aujourd'hui, tu viennes régulièrement dans le canapé du First Show, et quand je vois comment les gens maintenant sont habitués à ce que tu sois là, à ce que tu aies ton style à toi par rapport à d'autres, ben, en fait, voilà, c'est comme ça que je vois les choses aussi. On est une petite famille, on est une petite famille First Team, mais on aime bien aussi collaborer avec d'autres familles. Donc, je crois que c'est important quelque part. Faut faire. Moi, j'ai beaucoup reproché l'entre-soi du journalisme ben, quand j'arrivais pas à y rentrer. Mais après, quand tu montes une boîte et tout, tu te rends compte qu'il faut un peu d'entre-soi, mais il faut aussi quelque part s'ouvrir à d'autres avec qui surtout on a des atomes crochus et t'en fais évidemment partie. Pierrot, évidemment aussi. Lui, il est beaucoup plus loin. Mais c'est comme ça que je le ressens en tout cas. Moi, j'avais eu le plaisir au Ouais. début, avec First Team, quand vous aviez lancé le site internet, de faire tous les post sneakers qu'il y avait Oui, c'est avec vrai. vous. Ouais. Donc, c'était assez marrant. Alors, chaque année, quand même, dans First Team, la particularité, c'est qu'il y a chaque année, on se dit, début d'année, qu'est-ce qu'ils vont nous annoncer de plus, quoi. C'est-à-dire que ça avait démarré, il y a eu Sport US Travel, puis après, vous êtes allé aux États-Unis voir le All-Star Game, puis vous avez couvert les championnats du monde, etc. Enfin, je schématise parce qu'il y en a beaucoup plus des étapes. Et puis, les deux dernières, être estampillé NBA avec Undrafted, avec cette émission NBA Europe, et surtout, enfin, on a l'impression que c'est votre bébé que vous chérissez le plus, avoir eu les droits des NBA Classic Games pour ça. Et toi, en parallèle, ta casquette de commentateur sur l'équipe TV, puisque tu te retrouves maintenant sur les bords de terrain aussi avec ton casque de commentateur. On reste sur la First Team. Quelle est pour toi l'étape finalement la plus importante, ou celle où tu te dis putain, on est arrivé. Alors, sans être arrivé complètement, on est dire mais putain, on est bien là. Là, on est bien là. Il y en a plusieurs. Hein. Quand on arrive à Webedia, je suis obligé de parler de Webedia. Je suis obligé de leur rendre un hommage incroyable. First Team ne serait pas ce qu'est First Team aujourd'hui sans Webedia. Webedia, on arrive, il nous file du pognon. On peut tous vivre. On a des studios. On lance nos trucs. Qu'est-ce que tu veux que ça dure 7 ans? Bien Bravo, sûr, merci. bien sûr. Exceptionnel. Vous y êtes venus, chacun à Webedia. Les conditions qu'on avait. Ouais, Qu'est-ce que ouais, tu, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bravo, merci. Merci les gars. Sans Webedia, je ne sais pas où on serait. Puis Peut-être l'émulation autour. peut-être qu'on y serait arrivé, mais on aurait galéré 1000 fois plus. Donc, merci, bravo Webedia. Thierry Boyer, si tu nous écoutes, ça m'étonnerait. Mais merci Webedia. Alors après, évidemment, il y a eu commercialement, quand on voulait faire plus de choses, quand Thierry surtout est parti, après on a eu pas des incompréhensions, mais peut-être d'autres envies. Puis au bout de 7 ans, partir, c'était pas la pire des choses. Et puis, donc voilà, mais quand même, c'est ultra important pour nous de parler de Webedia et de dire que sans eux, ben, en tout cas, ils nous ont simplifié beaucoup les choses. Aujourd'hui, on est chez Influx, on est représenté par Manuel Diaz, qui est un personnage exceptionnel, voilà, qui est un génie du business, qui est quelqu'un qui a une vision pour nous et qui nous a permis de scaler, comme on dit, dans le business, mais de franchir un cap. Et toi, Pierre, tu n'es pas venu encore dans nos studios ici, mais Non, j'ai pas vu encore. Toi, Théo, tu viens régulièrement. Bon, voilà, on est en plein Paris. On a la chance de pouvoir faire notre travail dans des conditions et d'être avec. Il dit que c'est notre agent. Pour nous, c'est un business angel. Parce que tu te doutes bien que les droits des NBA Classic Games, ils ne sont pas tombés comme ça dans nos mains tranquillement. Donc, non, voilà, on a de la chance. Voilà. Donc, on a de la chance. Donc, oui, quand on rentre à Webedia, c'est se dire, OK, là où c'est une très bonne première marche. Je sens qu'on évolue. Et puis, quand on arrive à Influx, c'est un deuxième virage ultra important où on se dit, OK, maintenant, on est journaliste, on est dans l'édito, mais là, en plus, on va développer une marque First Team. Et ça, c'est un peu le nouveau virage qu'on prend. Justement, dans ces classic games, juste pour revenir là-dessus, chaque semaine, vous les annoncez, et puis on sent que vous vous éclatez à les commenter. Si toi, dans un qui t'a marqué plus que tous les autres, si tu avais le choix, là demain, tu dis, je choisis celui-là, j'ai tout le catalogue, allez, j'en ai un que j'aimerais vraiment faire plus que les autres, ce serait lequel, toi? Un match particulier qui t'a retourné la tête et que tu aimerais revivre, toi, perso, en tant que commentateur? Ben, je l'ai commenté, ce match-là. Il devrait arriver bientôt pour son anniversaire. C'est les 55 de Jojo Garden. Ah, ouais, Ah, nice. ouais, bien vu. Je savais que ça allait vous plaire, bande de coquins. Ça, c'est vos ambiances, hein. Ça, c'est vos ambiances, hein. Patrick Ewing qui vient en aide. Kamikaze. C'est Will Perdue qui va mettre un tomard. Oh, c'est Wellington, Bill Wellington. C'est Wellington qui va mettre le tomard, voilà. Donc, celui-là, kiffe incroyable. Puis, Ah ouais, j'imagine. on en parlait en début d'émission, les gars.
les années 90, Spike Lee au bord du terrain, Pippen au max. Bon, Jordan, la seule tâche de ce match, c'est que Jordan il est à 45, mais derrière, puis c'est toute la palette Jordan. Il fait un carnage, le match il est serré, c'est au Garden. Bon, c'est extraordinaire. Ce match-là, vraiment, celui-là, pour l'instant, c'est le plus kiffant que j'ai commenté. Et justement, c'est là que tu te rends compte, quand tu commandes celui-là, de l'importance, comme tu disais, d'avoir acheté des magazines, d'avoir été. Est-ce que tu te rends compte que tout ce que tu as lu à cette époque-là, dans les années 90, eh ben, au-delà de tout ce qu'on sait en plus aujourd'hui grâce à Internet, il y a quand même un fond qui est là depuis le début et dont tu te sers encore sur ce type de match-là des années 90, justement. C'est pas un fond, c'est pas la base. Le fond, c'est la base. C'est moi, en fait. Moi, ma culture, je l'ai faite avec des piles entières comme ça de magazines que j'avais, que je lisais et que je relisais encore et encore et encore. Tyrone Hill, je l'ai découvert dans un mondial basket, un sujet sur Tyrone Hill, défenseur rebondeur. C'est des trucs aujourd'hui qui peuvent pas se faire. Donc, Terrell Brandon, tout ça, tous ces mecs-là. Mais c'est à ce moment-là que j'ai fait ma culture basket. Souvent, les gens me disent, mais comment des fois tu connais autant de choses? Comment tu connais autant de facs? Comment tu connais... Mais c'est pareil pour Thomas, hein, qui est plus jeune que moi, mais lui, c'est pareil. Même si c'est peut-être avec d'autres tuyaux. Mais c'est parce que j'ai lu et relu des choses. Quand j'avais un magazine, je le lisais 4 fois le magazine. Bien sûr. Parce que j'avais une console, mais ma mère, à partir de 17h, la console, c'était mort. Donc, fallait lire. Il n'y avait pas autre chose. Fallait lire, fallait écouter de la musique et lire. Voilà. Et donc, les magazines, c'est pas tu lis une fois. Je les ai lus, mais il y a des magazines que j'ai dû lire 10 fois. Moi, je me rappelle que je connaissais mieux les numéros des joueurs, pas parce que je lisais leur histoire, mais parce que tu avais cette fameuse page, tu sais, où tu pouvais acheter soit des pompes, soit des maillots de joueurs, soit des trucs, et que du coup, à force de les regarder, ces pages-là, de rêver, mais tout était prétexte à se rappeler de choses, que ce soit visuellement parlant, ou tout était passionnant. Et j'ai un regret, c'est d'aujourd'hui, elles sont, comme vous tous, c'est dans des cartons, et de ne pas me replonger dedans de temps en temps, d'en reprendre un vieux, et de relire la preview de l'année 93 ou un truc comme ça. Je suis sûr que tu peux retrouver des pépites incroyables. Mais c'est vrai que pour tout ça aussi, c'est important d'avoir un groupe, en fait, parce que moi, il y a des tas de choses que j'avais emmagasinées dans ma tête au fur et à mesure du temps, sans m'en rendre compte. Et en fait, moi, c'est quand je suis arrivé à la fac, en fait, j'ai joué au basket à la fac et j'ai rencontré des gens que je connaissais pas du tout, qui sont devenus certains parmi mes meilleurs potes et qui étaient complètement fans de basket. Et en fait, c'est en échangeant avec eux que je me suis rendu compte que tous les trucs que j'avais entendu Georges Eddy raconter pendant des années ou que j'avais lu dans des magazines, mais je les avais en tête, en fait. Et à force d'échanger, c'est là aussi que tu vois que d'autres personnes aussi en savent plus que toi. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert le magazine Slam, par exemple, qui a été hyper important pour moi, pour ma culture basket et puis pour mon envie de devenir journaliste. C'est mon pote Olivier, à qui je passe le bonjour, qui lui avait vécu un peu à Sacramento. Il monte les slams, il y a des références à la musique, des références au cinéma. Et puis, c'est là que je commence à... Tu vois, il y a des articles sur des mecs qui sont encore au lycée. À l'époque, tu vois, c'était pas vraiment dans notre culture, enfin, du moins, je le sentais pas comme ça, dans la culture française, de vraiment avoir un œil aussi aiguisé sur des jeunes joueurs qui sont encore ados. Et le fait d'avoir des gens avec qui échanger de tout ça, donc comme toi, je pense que ça a été le cas avec Thomas ou les autres gars de Malakoff avec qui t'es resté super pote, c'est aussi, ça te donne envie d'en savoir encore plus, quoi. Exactement. Mais en fait, il y a eu les gars de Malakoff, mais il y a eu les mecs dans toutes les équipes avec lesquelles tu joues. Ouais. La genèse de First Team, c'est les quarts. On a tous connu ça, les retours de quarts, les débats. Et à un moment donné, moi, je me suis dit, mais où je retrouve ces débats dans les médias aujourd'hui? Je ne les retrouve pas. Et je ne veux pas jeter la pierre à qui que ce soit, mais à part Georges et Jacques, moi, au bout d'un moment, j'entendais des mecs parler basket. Frérot, c'est pas mon basket. Et c'est pas le vrai basket. T'aimes le basket, mais le basket, t'aimes pas, en fait. Ou tu le connais pas assez. Ça peut faire prétentieux de faire ça, mais tu sais, Théo, tu sais exactement de quoi je parle. Et Pierre, pareil. Ouais. Donc, moi, je me suis dit, écoute, moi, je peux être ce gars-là. Je peux être ce gars-là. Avec Thomas, on peut être ces gars-là. D'ailleurs, on est des journalistes un peu hybrides. On commente à deux. Thomas est consultant, je suis journaliste. Et puis, on a aussi fait des matchs où il est journaliste, où je suis consultant. Donc, en fait, j'aime à me penser qu'il fallait un peu rénover les choses, arriver avec des nouveaux profils. Et c'est ce qu'on a réussi à faire. Après, on ne va pas se mentir que l'explosion du digital nous a grandement aidés. On est arrivé au bon moment, au bon endroit aussi. Moi, je vous vois tous les deux là aujourd'hui. Souvent, quand on vous voit à First Team, vous avez vos analyses qui sont suivies par plein de gens et tout. Mais est-ce que, alors je vais pas poser la question à Erwan en premier, à Théo, est-ce que tu pourrais nous donner un souvenir
un très mauvais souvenir de journaliste. C'est-à-dire, je sais pas, une interview qui s'est mal passée ou une question que tu as posée à quelqu'un, il fallait vraiment pas lui poser cette question-là. Je sais pas. Est-ce que tu as comme ça un souvenir où quand il repense, tu te dis, putain, c'était pas la bonne période. Bon, il y a Je me suis bien planté. Il y a les fameux, quand il y a du monde autour de toi, les fameux Excuse me, can you say it again? Celui-là, il est toujours très dur en anglais. Vous connaissez mon anglais et j'y progresse et j'embrasse mon prof d'anglais Karim. Et j'embrasse mon prof d'anglais Karim. Mais en plus, je parle beaucoup mieux anglais que ce que je fais en interview. Mais vous connaissez comment la pression que ça peut mettre par moment, même si on la gère de mieux en mieux. Le plus mauvais souvenir, mais qui s'est avéré finalement être un très bon souvenir, c'était il n'y a pas si longtemps. Donc, je suis parti aux États-Unis faire un trip, faire des interviews là-bas. Et donc, je suis parti voir Eddie Dibansa dans le fin fond de l'Utah. Et je vais vous raconter la journée. Donc, on se lève à 4 h du mat'. À 5 h, on a l'aéroport. À 5 h 30, on a l'avion pour aller à Las Vegas. Las Vegas, on loue une caisse. On fait 2 h 30 de bagnole. Et donc, on arrive à Hurricane, qui est une ville en construction. Mais quand je dis en construction, c'est les routes en construction, c'est les maisons en construction. La route, c'est de la terre. Et tu as un lycée au milieu de tout ça. Donc, je parlais avec le père Dibansa depuis quelques temps. Donc, on va faire l'interview là-bas. Pour moi, c'est un vrai moment, quoi. Je suis avec Mélo, le Boug Mélo, le cadreur, photographe surtout d'abord. Et on arrive là-bas, j'ai 20 questions prêtes. Je me dis, ça va être cool. Je pose les 20 questions. Je me dis, wow, ça allait vite. Je pense que je suis à... Mais il y a tout le... Thomas, je vais aller au States 2 semaines, je vais faire 3 semaines, je vais faire ci, je vais faire ça. Je dis, ben ça, nanana. Je vais au States, ça coûte du pognon quand même, on y va, nanana. Je fais tout le périple, j'arrive dans le fin fond de l'Utah, nanana. Je fais 20 questions, je me retourne, je fais, on est à combien là? 12 minutes? Il me fait... Non. Dur. Et là, mon gars, ça m'est jamais arrivé. Je panique. L'angoisse. Parce qu'en fait, il te reste du temps. Le gars attend que tu continues à lui poser des questions. Non, j'ai fait le tour, mais l'angoisse. D'un coup, je me dis, mais de l'angoisse de ce que j'avais préparé, je me dis, waouh. Et je regarde son père et tout, nana. Donc, AJ se barre. Et je suis, mais attends, et Mélo, je fais 5 minutes, mais on peut rien faire. Mais moi, attends, je vais rentrer à Paris, j'ai 5 minutes, mais c'est une catastrophe. Mais comment c'est, mais les mecs, ils vont me dire. Et AJ, le père, il me dit, tu veux que je le rappelle? Il me fait, vas-y, rappelle-le. Je fais, mais il me dit, mais parle-lui de la famille. J'ai jamais... Et là, le mec, il revient. Donc, déjà, ça fait bizarre. Et là, je commence à improviser des questions. Et mon gars, c'est lunaire. Ça n'a aucun sens. Et en plus, je fais des redits. Donc, lui, il voit bien. Il fait, bah, je t'ai déjà dit. Ça. Et là, je fais, bon, ok, on arrête. Très bien, merci, nana. Et le fait est qu'ensuite, il va revenir. On va le revoir à Paris et tout. Donc, les 5 minutes, finalement, sont plutôt bonnes. Et que quand il va revenir à Paris, on va l'avoir un peu plus longtemps. On va se connaître. On va discuter de plein de choses. On a même une séquence off où on parle après des Jeux Olympiques 2028. Donc, en fait, la vidéo, elle est archi cool, du coup. Mais sur ce moment-là, me retrouver au milieu de l'Utah pour aller voir un mec faire 5 minutes d'interview, c'est la première fois que j'ai eu, je te jure, une angoisse en me disant, mais j'ai raté mon truc. Ouais, je comprends. Terrible. Mais bon, finalement, si jamais il y a des jeunes journalistes qui nous écoutent, tu peux avoir ce truc, ça a dû vous arriver, tu peux avoir cette sensation que tu as raté un truc, mais en fait, tu peux toujours rebondir. Bien sûr. Tu peux toujours recoller les morceaux. Finalement, on devait faire une interview longue, et finalement, hop, on l'a fait en 2 étapes, avec un voyage là-bas, on le revoit au NBA Paris Games, et en fait, la vidéo, elle est très cool. Donc voilà. C'est mon pire moment, et c'était il n'y a pas longtemps, comme quoi... je comprends bien parce que c'est toujours, on s'en rend pas compte, mais même avec l'expérience, c'est toujours des moments un peu stressants parce que tu connais pas l'interlocuteur, tu sais pas comment il va être luné, tu sais pas si tu vas bien pouvoir avoir. Des fois, la question c'est est-ce que tu vas vraiment avoir le temps qui était prévu au début. Tout ça, c'est vraiment les incertitudes et il y a plein de fois, effectivement, tu es obligé de freestyler un petit peu, de te débrouiller un peu à l'arrache, quoi. Moi, je peux vous raconter mon pire souvenir si vous voulez. Allez, vas-y. C'est pas un pire souvenir, mais c'est un peu ça. C'est l'un des plus décevants. C'est l'interview de James Harden à Paris. Il vient dans le cadre du lancement d'un produit. Donc, tu sais déjà dans ces... À Châtelet Pardon ? À Châtelet C'était à côté de l'Institut du monde arabe. Ok. Ouais. Ok. C'était dans ce coin-là, ouais. Et donc, tu sais déjà que tu vas avoir peu de temps, en fait. Tu sais que tu vas avoir peu de temps. Tu sais que les gens qui auront eu un peu de temps avec lui vont lui reposer tout le temps les mêmes questions. Donc, en fait, moi, déjà, mon parti pris dans ce type de situation, c'est de trouver un sujet qui va lui plaire
et je vais pas lui parler de son actu, je vais lui parler d'autre chose, quoi. Donc j'avais préparé tout un truc, c'était peu de temps après la sortie du film, le biopic sur NWA. Donc moi j'avais tout un truc basé sur Los Angeles. En fait, un mec de Los Angeles, c'est quoi la culture, etc. J'avais fait des recherches pour voir un peu ses coachs de high school, tout un tas de trucs. Alors déjà on arrive, on nous donne un papier avec des sujets qu'on peut pas aborder, quoi. Ce qui est franchement, quand en tant que journaliste, tu dis mais c'est quoi ce bazar, quoi. Donc on peut pas lui parler de sa défense, on peut pas lui parler de je sais pas quoi. Bref, je me dis, c'est pas grave, mes questions, elles sont pas là-dessus, je vais faire un truc cool. En fait, il se trouve que le mec qui est passé juste avant moi, le journaliste qui est passé juste avant moi, a fait une chose que je peux comprendre, il en a eu rien à foutre de ce qui était marqué sur le papier, il a posé toutes les questions qu'il voulait. Donc il y a un mec de l'entourage qui vient me voir, qui me dit, ouais, voilà, ça c'est pas du tout bien passé l'interview d'avant, James Harden il veut plus trop parler, s'il te plaît, fais un truc cool parce que il est saoulé, on lui a posé des questions qu'il voulait pas, quoi. Je dis, bon, ok. Je rentre dans la pièce et en fait là faut voir le truc, c'est-à-dire que moi je suis face à James Harden et dans mon dos en fait que je vois pas, il y a tout, il y a le mec de la com, le mec de comment dire du pro de la marque qui sont là en fait dans la pièce et qui écoutent mes questions. Et déjà donc c'est un cadre qui est catastrophique en fait pour catastrophique parce que ça se trouve il y a un mec derrière qui lui fait un signe comme ça, moi je le vois pas et tout. Donc ouais, tu peux pas travailler dans ces conditions-là, quoi. Donc j'ai quand même mon truc que je trouve plutôt cool sur lui et Los Angeles. En fait, lui, il est désintéressé. Il en a rien à foutre, en fait. Ce que je peux comprendre, hein, tu fais une tournée promo, t'as envie d'aller à l'hôtel, te poser. Je pose mes questions. Donc c'est pas que ça se passe mal, en fait. Tu sais, globalement, il se prête au jeu. J'ai un peu de contenu, mais en fait, ça sert à rien. En fait, ça sert à rien. Proposer même du contenu média sous ce format-là, ça sert absolument à rien. Et à l'inverse, par exemple, je donne juste le contre-exemple, j'avais fait la même chose en fait quand on avait eu un temps avec Derrick Rose. J'ai tout un truc sur Chicago où je lui parlais de joueurs de street de Chicago, de mecs de la culture vraiment au lycée et tout, et lui, il avait kiffé en fait. Parce que bah voilà, là, on lui a posé 15 fois la question sur quand est-ce que tu vas revenir. Et puis là, il y a quelqu'un qui visiblement a travaillé le truc un petit peu différemment. Et ça s'était super bien passé. Donc voilà, c'était un peu le meilleur, ou l'un des meilleurs, et puis le contre-exemple. Mais ces situations-là, je partage ce que tu dis, Erwan, parce qu'en fait, tu pars, mais ce qui est gênant, tu vois, même si tu as confiance dans le fait que tu vas pouvoir poser des questions intéressantes et créer le contact, il y a tout un tas de paramètres que tu maîtrises absolument pas. Et c'est ça qui est toujours le plus chiant, quoi. Et après le paramètre, et je te dis, AJ Bensa, c'est un super gamin. Ouais. Aujourd'hui, je vais pas dire que c'est mon pote, tu vois, mais on se voit, on s'est recroisés, tu vois, il est venu là, je dis, ah maintenant t'es mon pote et tout, tu rigoles. Son père, m'écrit souvent et tout, mais après, c'est un gamin qui a 17 ans. Donc lui, en fait, il est là, il voit un Français arriver, il répond, tac, 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 tu vois, c'est même pas sa faute. C'est la faute de personne. Ça arrive par moment et je me suis retrouvé dans ce truc-là. Donc, ça m'a fou. Mais c'est une spirale. Hein. C'est une spirale. Ouais. Moi, à la radio, et puis, t'es loin de chez toi. T'es à l'autre bout du monde. Ouais. T'es à l'autre bout du monde. Moi, à la radio, ça m'est arrivé avec une rappeuse, vous connaissez peut-être, qui s'appelle Aquanaru. Peut-être que Théo, tu la connais. Aquanaru, elle joue à Marseille un soir. Elle vient, on arrive à la choper en interview. Elle vient à Grenouille, donc à la friche, hein, toi qui connais bien Erwan. Et elle rentre et en fait, tout de suite, elle marque un temps d'arrêt parce que Aquanaru, il faut savoir que c'est une militante, etc., féministe, militante sur plein de choses aux États-Unis. C'est un personnage assez incroyable et ultra intéressant. J'avais, comme vous, toute une série de questions justement sur son engagement et tout. Et là, elle se bloque parce qu'elle voit que je suis un homme déjà et elle a pas. Et d'entrée, elle vient avec l'attaché de presse du festival où elle jouait. Et d'un coup, je la vois, elle lui parle et tout. Et l'attaché de presse, que je connais bien, qui me dit, il va y avoir un problème, elle ne va pas vouloir te répondre. Alors, je lui dis, attends, on est en direct, là, on démarre tout de suite, 3, 2, 1, on démarre. Donc, je lui pose des questions. Et Aquanaru, donc la meuf, me tourne le dos pendant toute l'émission. Elle me tourne le dos. Donc, elle répond que par oui ou par non. Donc, j'ai 10 questions, elle fait 3 minutes, un petit peu comme tu as eu le cas, Erwan. On met un morceau à elle, et là, elle dit à l'attaché de presse, lui, je ne lui réponds plus, donc c'est toi qui me poses des questions. Donc moi, je donne les questions que j'avais écrites en anglais à l'attaché de presse, je la pose en français, l'autre lui pose en... Et ça a été ça, lunaire. Et en partant, j'avais une casquette, tu vois, avec une casquette des Yankees de New York et tout. Et elle me regarde, et elle part, et même pas me dire au revoir, elle me dit, ah, tu te prends pour un Américain avec ta casquette, et elle se barre. Sympa. Ah ouais, mais ça, c'est bien pire que ce que Théo et moi. Mais t'es en direct. Sauf que là, je suis en direct. Donc, soit je dis, alors écoute-moi bien maintenant, tu te lèves ou comme j'avais eu Grums, vous voyez, qui est Grums, qui avait été infect en interview, mais on est en direct. C'est très difficile de dire, bah, si t'es pas content, tu te lèves, tu te dégages. Mais et c'est là où je vous rejoins, c'est que t'es pris dans un vortex
où tu es à la fois, tu sais qu'il y a des gens qui entendent, on espère qu'il y a des gens qui écoutent, mais voilà, et t'es super emmerdé, tu sais pas quoi faire. C'est après que tu te dis, putain, si j'avais su, j'aurais dit, bah tu sais quoi, tu sais, Les risques gueules. du métier. Mais Ça, tu contrôles pas. Hein. Tu contrôles pas. C'est exactement ce que je te dis. Il y a des choses que tu ne peux pas maîtriser parce que tout est calé avant, nickel, et puis après, c'est mort. Bah, c'est toi qui as eu le pire, effectivement. Là. Nous, on est Bon, j'en ai eu plein des comme ça. Hein. Nous, Bon, j'en ai eu des avec les. C'est uniquement avec les Américains. C'est incroyable. Tu vois, avec les Georgian Muldrow, ces trucs-là, des expériences que j'ai eues, on en rigole encore, mais sur le coup, c'est pas drôle. Pas drôle parce que ça te flingue une émission, quoi. Toi, ça te défonce ton direct, quoi. Je compatis. On peut peut-être passer à nos rubriques de fin d'émission, Pierre. Allez, on y va, ouais. C'est parti. Ouais. Erwan, tu m'as dit que tu avais un coup de cœur musical, un morceau de la semaine pour nous. Ah, morceau de la semaine. Alors moi, je digue plus trop. Je digue plus trop, sauf sur Spotify, que je trouve qu'un outil parmi tant d'autres où je retrouve plein de chansons. Et ce que j'ai trouvé dernièrement, c'est Leon Thomas, c'est Mutt, M-U-T. Ça vous parle? Qu'on a joué. Moi, j'ai joué il y a pas très longtemps. J'ai découvert grâce à Pierre, justement. Très lourd. Moi, j'ai découvert, tu vois, écoute, pour le coup, tu vois aussi, des fois, les réseaux, c'est cool. Je l'ai découvert avec une fille que je suis sur Instagram qui bosse à la NBA à Londres, qui est très sympa. Et elle avait mis une story avec cette musique-là. Tu sais, tu mets, hop, et j'avais découvert comme ça. Et je l'ai découvert il y a 2-3 semaines. Et c'est très cool. Et ce son, il est très cool et je l'écoute tous les matins en ce moment. Cool, on vous met le lien vers la sélection d'Erwan. Je connais pas ce morceau-là, je connaissais le morceau qu'il avait présenté. Tu m'en diras des nouvelles. Je vais faire ça, exactement. Pierre Armand, c'est quoi toi ton son de la semaine? Bon, alors c'est pas une grosse surprise, mais on en a parlé. Il y a eu les Golden Globes cette semaine et ça a été la fête de Doechii. Et voilà, je sais qu'elle est mise en avant par un média qu'on adore, qui est OK Player. Elle a sorti sa fameuse mixtape, là, Alligator Bites Never Heal. Alors elle a voulu faire une grosse mixtape plutôt qu'un album parce qu'au moins elle se sentait libre. Et voilà, on voit une artiste accomplie. Ça fait longtemps dans le hip-hop un petit peu indépendant qu'on n'a pas vu un truc aussi accompli, que ce soit musicalement et visuellement aussi. Je sais, pour moi, c'est depuis Missy Elliott pratiquement, c'est cette espèce d'ovni assez incroyable. J'aimerais tant l'avoir sur scène. Sur scène, ça a l'air complètement fou. Et là, c'est une ascension telle qu'apparemment, elle laisse planer le doute, comme quoi elle serait même au Super Bowl dimanche soir, puisque quand on lui a posé la question, elle a dit je peux pas dire, on verra. Donc ça voudrait dire qu'elle serait sur scène avec Kendrick Lamar. Donc voilà, allez franchement écoutez Doechii. Difficile de sortir un morceau de ce disque fleuve, mais voilà, il y en a un qui s'appelle Denial is a River. Comment tu l'écris ça? Dis-moi, regarde, je suis sur mon téléphone, je vais les... Doechii, D-O-E-C-H-I-I. C'est vraiment top, hein. Tu vas kiffer. Et donc il y a un morceau qui s'appelle Denial is a River. Donc le fait de mentir, c'est une rivière. Et je sais, Théo, que quand on parle de Doc Rivers et que de Denial pour toi, ça prend toute c'est un truc qui prend toute son importance. Donc voilà, allez écouter Doechii, c'est vraiment top. Et toi, Théo? Écoute, moi je vais faire en l'honneur d'Erwan, je vais faire plus new-yorkais que les new-yorkais. C'est un morceau de rap qui vient de sortir d'un des rappeurs que j'adore qui s'appelle Rock Marciano, produit par DJ Premier, et le morceau s'appelle Harmony Section. Donc là, si vous êtes fan de rap new-yorkais en mode un peu boom bap, c'est un terme trop générique, mais voilà, avec du moins des scratchs, une batterie qui claque et puis un rappeur qui sait faire ce qu'il sait faire à la perfection. Donc le morceau s'appelle Harmony Section, DJ Premier et Rock Marciano, c'est mon son de la semaine. Et alors, est-ce que, Erwan, toi, tu as un coup de cœur tout court cette semaine, un truc qui t'a fait kiffer, gars, moi, vous savez, moi, ma vie, tous les jours, elle me fait kiffer. Voilà. C'est beau, ça. Vous voulez mon coup de cœur? J'ai commenté un match de basket où il y a eu 100 points d'écart en gratuit sur la chaîne L'équipe. Voilà, j'ai vu l'équipe de France féminine de basket mettre 101 points d'écart à l'équipe d'Irlande. Voilà, il y a mon coup de cœur. J'imagine. Très, très beau coup de cœur, effectivement. On en blaguait, tu sais, maintenant en jeune, là, en tout cas en région parisienne, où à partir de 40 points d'écart, tu arrêtes le score, là, pour que ça soit pas... Mais là, en FIBA, c'est compliqué, mais ils vont changer la FIBA, là. Tu peux plus faire des matchs comme ça. Une nation qui veut se lancer dans le basket, et c'est très bien, il faut encourager tout ça, surtout sur des pays marqués comme l'Irlande, où c'est très rugby, c'est très bien qu'ils aillent dans le basket, mais aujourd'hui, les faire jouer contre les vice-championnes olympiques, où toutes les meufs, elles jouent à l'étranger quasiment, pour se faire rouler dessus, je pense que peut-être personne. Donc, voilà. Mais c'était plus un coup de gueule qu'un coup de cœur. Mais par contre,
commenter l'équipe de France, c'est toujours un coup de cœur, ça, par contre. Ça, j'imagine. Moi, j'en ai un en preview. C'est vous en avez parlé dans le First des Shows. C'est ce fameux documentaire qui va sortir sur We Beat the Dream Team. Où on a tous vu la bande-annonce de ce documentaire avec HBO. Bon, j'avoue que je sais pas trop quoi en penser. Est-ce qu'on va vraiment apprendre quelque chose? Je dis nous, hein, mais ils savent faire les Américains. On a vu que les images étaient bien remasterisées, etc. On va voir Chris Webber enfin parler dans un documentaire, parce que quand il s'agit de parler de son marché avec Michigan, ça par contre... Tu sais que je lui ai serré la main à Chris Webber. Personne. Ah ouais? À quelle occasion? All-Star Game à Los Angeles. C'était dans les... Tu sais que c'est un de mes joueurs préférés, Chris Webber. Ouais, all time. Sprewell, Webber, moi, c'est mes deux premières idoles. Et ils étaient à l'entraînement avant le jour du All-Star. Il était là pour ESPN et je le croise et je le vois arriver. Je lui serre la main, je m'en bats les couilles. Et il est arrivé, je lui serre la main, j'ai fait huge fan. Et j'ai fait pareil avec D-Wade à Lille. Il descend les escaliers là, dans le grand stade. Là, je lui fais, je le vois passer, je fais, waouh, D-Wade et tout comme ça. Il m'a serré la main. Au bout d'un moment, il faut prendre, il faut savoir prendre. Il faut savoir prendre, exactement. Mais donc, on va voir ce documentaire-là. C'est le seul regret, évidemment, mais ça, on ne pourra rien changer, c'est de ne pas avoir la version de Chuck Daly, bien sûr, sur ce match-là. Mais on aura un beau documentaire et un truc à bouquiner. On reste sur Marseille. Ce livre de Julien Valnet qui s'appelle Mars, qui est les histoires et les légendes du hip-hop marseillais. Donc ça part du tout début jusqu'à aujourd'hui. Donc évidemment, alors c'est un livre très documenté avec plein de belles photos, notamment on a les photos d'Ayam, les fameuses photos d'Ayam à l'entrée du métro Vieux-Port, tu vois. Donc c'est super bien documenté. Ça part des vieux clubs de punk qui faisaient du rap où Ayam a commencé à la Maison Hantée à Marseille, et puis c'est tout ce développement jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au Psychiatre, jusqu'à Mino, jusqu'à Jul, etc. C'est drôlement bien documenté. C'est Julien Valnet qui a écrit ça dans une maison d'édition marseillaise qui s'appelle Wild Project de Baptiste Laspanès, excusez-moi. Donc voilà, super bouquin avec évidemment des histoires. Il y a des légendes aussi, du hip-hop, mais des légendes tout court qui sont racontées. Donc qu'est-ce qui est vrai, pas vrai? On voit qu'il y a pas mal de sums comme dans toutes les histoires de hip-hop. Mais voilà, c'est passionnant si vous voulez mieux comprendre l'arbre généalogique du hip-hop marseillais. Cool, mais je vais aller regarder ça, je connaissais pas du tout ce livre. Moi, je vais enchaîner avec, tu parlais de rugby tout à l'heure, Erwan, avec la nouvelle saison sur Netflix du documentaire autour du tournoi des 6 Nations. Voilà, moi, après, à part le basket, le rugby, je pense que c'est le sport collectif que je préfère. J'ai arrêté de suivre complètement par manque de temps, tout simplement. Donc, je suis de loin en loin, vraiment. Mais voilà, j'ai mis le nez dans la deuxième saison et je trouve ça vraiment très efficace en termes de documentaire inside. Et la manière dont chaque épisode est construit, je trouve ça vraiment assez intelligent, la manière dont c'est fichu. Donc, c'est mon coup de cœur de la semaine. Ouais. Moi, je suis autant rugby que toi, tu es foot, quoi. Tu regardes Bureau Oval, j'espère quand même, Théo. Redis-moi, pardon. J'espère que tu regardes Bureau Oval quand même. Bureau Oval, bien sûr. T'as vu notre nouveau consultant star? Non, j'ai pas vu ça par contre. Hugo Bonneval a rejoint l'équipe. D'accord, ok. Ah ouais, tu sais qu'à on voit toujours grand. Non. Ah, mais il y avait une belle interview là récemment là. Ouais, mais ça on adore là. Maintenant c'est devenu notre truc depuis l'été. On l'a toujours fait, mais depuis l'été dernier, ça a pris un nouveau virage, des grands entretiens où les gens viennent 1 heure. Et puis ils sont contents de venir chez nous, donc tu vois, donc nous on adore aller titiller les gens pour qu'ils racontent des histoires. Mais vous savez très bien de quoi je parle parce que vous le faites à la perfection. Alors on va terminer avec notre relique de la semaine. Théo, peut-être que tu vas commencer. Vas-y, je commence. Allez, pour faire plaisir à Erwan et puis à Stéphane Brun qui a passé une tête tout à l'heure. Donc ce numéro de Rivers déjà, collector, donc numéro 32 avec Dirk Nowitzki, champion NBA. Ça déjà c'est beau et je sais que ça fera plaisir à Stéphane. Mais en fait, dans Rivers, en format magazine, il y avait déjà une section qui s'appelait Hoop Culture à l'époque. Et dans laquelle, alors faut regarder de près, il y avait quelqu'un qui faisait des chroniques de disques. Et je sais pas si vous arrivez à voir la tête du chroniqueur. Je vous la mettrai en grand. C'est un certain Stéphane Brun qui a fait un paquet de chroniques de disques pour nous, voilà, à l'époque. Voilà, donc ça c'est mon collector. Là, c'était une chronique de l'album de Random Acts, Sean Price, Guilty Simpson, Black Milk. Mais ouais, tout à l'heure on parlait de Stéphane entre guillemets. Voilà, nous on avait accroché sur les aspects musique et tout. On s'est rendu compte qu'on avait fait des concerts ensemble sans le savoir à l'époque, donc c'est assez marrant quoi. C'est une vraie pointure en rap. Hein. Il connaît beaucoup de choses. Hein.
Mais il y avait une pointure. chronique, il y avait un endroit qui s'appelait le Hoop Babe aussi dans Rivers qui a plu, et ça commence à vraiment Elle était juste en dessous. Elle était juste en dessous de la chronique de Stephen, comme par hasard, mais c'est. Aujourd'hui, je pense que c'est. Aujourd'hui, il n'y a plus moyen. Évite. On va vite éviter, ouais, exactement. Erwan, toi, tu as quoi comme relique cette semaine tu nous as sorti? Alors, on parle beaucoup de jeux vidéo, on parle beaucoup. Pardon, je me suis grillé comme un con. On parle de hip-hop, on parle de sport, mais les gars, les jeux vidéo de l'époque, Street Fighter, bien sûr, c'est quand même quelque chose. Et le Ken, comme ça, là, en figurine, il est royal au bar. Et on le met souvent dans la déco du First Show parce que ça fait aussi partie de notre génération. La Super Nintendo Street Fighter 2 avec Ryu, qui était un peu le prolongement de Ryu, qui était plus fort que lui. Mais voilà, je trouve que j'avais récupéré ça quelque part et depuis, il nous suit. Donc, c'est ça ma relique. Il est assez rare. C'est vrai que ça fait un moment qu'on le voit derrière vous, celui-là. Il est là, mon gars. Il fait partie de l'équipe. Et moi, la relique, ça va faire. Alors, tu vois, on ne s'est pas concerté avec Théo, mais ça pourrait faire plaisir à Steph. Et on pourrait, heureusement que Nico Harrison ne s'est pas pointé avec celle-là. C'est la casquette du titre de 2011. À l'époque où la NBA était encore chez Adidas. Pour, je crois qu'ils ont arrêté en 2016 après le titre des Cavs. Donc voilà, c'était quand il y avait ce beau logo des finales derrière. Et les collègues, mais je crois que c'était Phil là, celle-là, il me semble. Hein, je crois que je l'ai déjà vu celle-là. Ouais, je crois qu'il l'a déjà dans celle de la casquette de champion de 2011. Et surtout, c'est le fait de dire que ça fait déjà 14 ans. Ouais. Ça me rappelle, c'est la première finale que j'avais vue sur League Pass. Tiens, c'était 2011 celle-là. Ouais, ça passe vite. Hein. Vache. Super. Erwan, mille merci vraiment d'avoir été avec nous pour cette émission. C'est un vrai plaisir. On vous met tous les liens vers les sons, les coups de cœur de la semaine. On vous met tout ça. Vous savez où trouver Erwan, mais si vous ne le savez pas, c'est très simple. First Team sur les réseaux sociaux, sur la chaîne YouTube, partout, que ce soit pour les matchs, les émissions, le First Day Show, les interviews. Vraiment, nous, on est ravis de pouvoir continuer cette collaboration. Tu disais 14 ans là, pour ce magazine. Ça fait L'autre fois, je calculais, ça fait un bon moment aussi qu'on collabore avec Erwan, l'équipe First Team, dont vous pouvez retrouver la chronique dans chaque numéro du MOOC. Voilà, on est ravis vraiment de cette entente. Ça va continuer. Donc, merci encore de nous avoir accordé du temps, Erwan. J'ai pu apprendre plein de trucs que je savais pas du tout, poser des questions que j'ai jamais le temps de te poser quand on se croise. Donc, c'était parfait. Tant mieux. Mais écoute, plaisir. Mais bravo pour ce que vous faites, les gars, parce que l'écosystème du basket et de la NBA en France, il est pas énorme. Vous êtes là depuis longtemps et vous faites des choses que d'autres ne font pas. Et ça, moi, ça me parle toujours. Donc, félicitations pour tout ce que vous faites, les amis. C'est un plaisir de vous savoir dans mon cercle rapproché d'amis et de journalistes basket. Merci à tous. Nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Hoop Culture. Et puis, de toute façon, très vite pour que j'essaye à nouveau de battre Erwan au quiz. C'est bon là, cette année-là. Un petit peu, parce que moi, on va lui faire un t-shirt Barbosa. Pas très bon, mais là, comme j'ai gagné avec Barbosa, je suis fier quand même. Donc gagner au quiz, ça sert à flamber. Alors, c'est pas ta qualité première de faire le Mac, mais fais le Mac. Faut faire le Mac un peu. Bravo. Ça marche. Allez, bonne fin de week-end à tous. Ciao. Salut.